Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les élections en Allemagne avec un bras de fer à Berlin, des résultats très serrés entre les deux principales formations allemandes. Le social-démocrate Olaf Scholz et le conservateur Armin Laschet revendiquent tous les deux le droit de mener les négociations pour constituer une alliance avec les autres partis. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Alain Minc. Bonjour, vous êtes économiste, essayiste. Vous publiez Ma vie avec Marx aux éditions Gallimard. Mais tout d'abord, on va notamment évoquer un autre de vos livres, Vive l'Allemagne, que vous aviez publié en 2013 aux éditions Grasset. Et puis en duplex avec nous, Hélène Miard-Delacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire et civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne. Un commentaire, Hélène Miard-Delacroix, sur le résultat de ces élections. Alors un commentaire est qu'il ne faut jamais donner un parti pour mort tant qu'il n'est pas mort. Le SPD montre qu'il a pu remonter, alors qu'il y a 4 ans, il atteignait à peu près les 20% et on disait qu'il était terminé. Ici, on a vu en Allemagne comment finalement le système dans l'esprit des gens est qu'il y a quand même un centre droit et un centre gauche. Ce qui est beaucoup plus frappant, je trouve, c'est la montée commune, parallèle du FDP, donc des libéraux, et puis des Verts, en particulier chez les nouveaux électeurs et chez les moins de 35 ans. Ce sont les deux partis qui sont arrivés en tête et qui vont être les faiseurs de chancelier, puisqu'ils sont d'accord pour travailler ensemble. Simplement, maintenant, c'est pour savoir avec quel dirigeant de la nouvelle coalition. Est-ce que ce sera Olaf Scholz pour une coalition en centre-gauche, ou est-ce que ce sera avec Armin Laschet, qui est arrivé deuxième, qui a dit qu'il voulait être chancelier, mais qui est peut-être moins bien placé. Cela dit, rien n'est joué, parce que rien dans la constitution allemande ne dit que c'est le premier parti arrivé en tête qui a le droit de réclamer la chancellerie. Mais alors, ce serait dans ce cas-là une coalition tripartite ? Alors, il semble indéniable, incontournable de faire une coalition tripartite. La reconduction de la grande coalition, alors déjà arithmétiquement, il faudrait voir en nombre de sièges exactement si c'était possible, ce n'est qu'un pis-aller. Déjà, il y a 4 ans, c'est à la suite de l'échec de négociations entre la CDU conservatrice, les libéraux et les Verts, parce que les libéraux avaient claqué la porte après de longues semaines, que l'on avait été obligé de se résoudre à reconduire la grande coalition qui est un peu contre le système, si l'on veut, qui n'est pas rationnel dans la pensée d'une alternance avec des groupes plutôt à droite ou plutôt à gauche de l'échiquier politique, même si en Allemagne, l'ensemble de la politique se situe plutôt au centre. Le signal qui a quand même été envoyé là, avec cette remontée du SPD, est assez net, surtout si l'on regarde les déplacements de voix. En effet, les études qui ont été faites cette nuit montrent que le SPD aurait gagné 1,5 million de voix à la CDU. C'est-à-dire vraiment de gens centristes qui ne votaient pour la CDU parce que c'était Angela Merkel, et qui ont été assez désarçonnés par la mauvaise campagne d'Armin Laschet. De même, le SPD a gagné 1,5 million de voix de Die Linke, c'est-à-dire de la gauche radicale, que l'on voit là approcher des 5%. Alors, il faudrait entrer dans les détails techniques du droit allemand. Même s'ils n'atteignent pas 5%, la gauche radicale, Die Linke, va quand même pouvoir siéger au Bundestag, puisqu'ils ont obtenu 3 sièges de mandat direct et que la loi prévoit qu'à ce moment-là, on n'applique pas la loi la règle des 5%. Mais ça veut dire que la gauche radicale, et ça fait partie peut-être des sujets qui vont intéresser Alain Minc, la gauche radicale, là, est délaissée par certains électeurs qui misent sur plutôt une alliance SPD, Verts et libéraux pour faire avancer le programme plutôt à gauche du SPD, c'est-à-dire hausse des bas salaires, hausse des retraites, et une politique fiscale touchant plutôt les hauts salaires et les successions. Un commentaire, Alain Minc. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Madame a décrit la situation telle qu'elle est. Je pense qu'il y a quand même, en effet, une différence entre le SPD et la CDU plus grande qu'elle n'existe entre M. Scholz
et le candidat de la CDU. En effet, il ne faut pas oublier que Scholz avait perdu la bataille pour le leadership du parti et que le parti est plus à gauche que lui. Et que d'une certaine façon, c'est sa propre modération qui est en train de donner une chance à un SPD plus à gauche. Après, en réalité, on sait que les Verts, ils l'ont dit, préféreraient une coalition avec le SPD, mais le fléau de la balance penchera en fonction de la position du FDP dont il ne faut pas oublier qu'il est capable d'être erratique et brutal, comme il l'a été il y a 4 ans, en mettant fin aux négociations pour la coalition tripartite. Mais alors, justement, Alain Minc, est-ce que cette coalition vous paraît être une bonne chose pour l'Allemagne? Est-ce que cela permettrait de célébrer les vertus à nouveau du modèle allemand, ce que vous faisiez il y a quelques années? Écoutez, c'est assez impressionnant quand même. Quand on compare avec notre situation, notre hystérie actuelle, une extrême gauche qui est plus tellement extrême que ça, qui fait 5%, Die Linke, une extrême droite qui est cantonnée à 10%, donc en recul. Je crois que de ce point de vue, la maturité allemande me paraît comme souvent supérieure à la nôtre. Alors, on peut peut-être une seconde se poser la question de nos intérêts à nous Français par rapport aux 2 hypothétiques coalitions. Et je ne sais pas si ma collègue autre invitée aura le même sentiment que moi. Nous sommes, nous, dans une situation particulière. Sur le plan économique, nous avons plutôt intérêt à une coalition SPD-Vert parce que leur vision macroéconomique est beaucoup plus proche de la nôtre et la pression qu'ils exerceraient sur la Banque centrale européenne serait moins forte. Sur le plan stratégique, en revanche, nous avons intérêt à une coalition chrétien-démocrate-vert car le SPD est sur tous les sujets stratégiques, militaires, tels que nous les formulons, un peu en retrait. Donc, nous sommes d'une certaine façon assez partagés. Cela étant, ce que nous pensons n'a aucune importance. Bon, mais malgré tout, c'est important pour nous, Hélène Miard-Delacroix. Est-ce que si, par exemple, ce sont les sociodémocrates qui mènent la coalition, est-ce qu'on pourrait avoir affaire à un gouvernement peut-être plus souple, plus accommodant pour nous, Français ? Alors, il est certain que sur la question européenne, notamment du plan de relance et de l'éventualité de sa reconduction sur d'autres domaines, il serait plus facile de négocier avec un chancelier Scholz, même si... Donc un chancelier social-démocrate. Oui, pardon, un chancelier social-démocrate. Même si, comme toujours, là aussi, il faut bien comprendre ce que veut dire une coalition à 3. Ça veut dire que là vont être négociés pendant de nombreux jours et probablement semaines un contrat de coalition écrit. En Allemagne, on s'engage pour 4 ans. Alors, ça peut faire 3 ans et demi si ça dure longtemps. Mais c'est ça peut durer... des sujets très, très précis. Pardonnez-moi, je vous coupe, Hélène Miard-Delacroix. Ça veut dire que le gouvernement, il est attendu avant Noël. C'est très long. Oui, alors déjà, le Bundestag a annoncé qu'il ne se réunirait pour sa séance constitutive que le 26 octobre. Donc, le chancelier ne sera pas élu avant le mois de novembre. Et puis, il faudra que d'ici là, comme je le disais, on ait rédigé un contrat de coalition, non seulement entre les trois dirigeants, mais en tenant compte de la composition des groupes parlementaires. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que, comme l'a dit Alain Minc, Olaf Scholz est plus à droite que la majorité de son parti, et il va falloir, et donc pour ça il nous faut... C'est un social-démocrate qui est très pâle. Oui, si l'on veut, c'est un peu comme Helmut Schmidt à l'époque. On disait à l'époque, les chrétiens démocrates disaient Helmut Schmidt, il a choisi le mauvais parti parce qu'il était à la droite de son parti. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir regarder en détail quels sont en effet les députés sociodémocrates qui ont été élus sur les listes des Länder, parce que si on a une représentation assez importante de l'aile gauche du SPD qui réclame vraiment une politique une politique fiscale, comme je disais, de redistribution et d'investissement, et s'ils arrivent à peser plus fort que le FDP, alors le FDP lâchera sur... le FDP, autrement dit, le parti libéral. Mais alors, est-ce que ça signifie... Le parti libéral qui est plus proche de la CDU, si l'on veut. Alain Minc, ça veut dire que finalement, on a une scène politique qui est très au centre en Allemagne. Oui, absolument, plus qu'elle ne l'a jamais été, mais d'une certaine façon, y avait-il meilleure illustration de ce centre que la chancelière
l'Allemagne a été gouvernée en fait au centre sur 16 ans, 12 ans par une grande coalition, 4 ans par une coalition FDP. D'ailleurs, on prétend que c'est la coalition qu'avait le moins appréciée Madame Merkel. Parce qu'on peut dire à l'inverse aussi que Madame Merkel est une social-démocrate que les hasards de la vie ont amenée à la CDU. Et donc, de l'autre côté, autrement dit, plutôt à droite, est-ce que ça veut dire qu'une transposition par rapport à nos partis à nous, Alain Minc, vous semble inenvisageable parce que la scène politique allemande est plus pondérée? On n'arrivera pas à faire coller la carte de l'un sur la carte de l'autre. La CDU, d'une certaine façon, c'est François Bayrou. C'est grosso modo le centre. Donc, d'une certaine manière, la CDU est macroniste. Et quant aux sociaux-démocrates, on ne sait pas où est leur équivalent. Surtout, au-delà de ça, que la grande différence, elle est entre les Verts allemands et les Verts français. Je veux dire, les Verts allemands sont un parti de gouvernement et gouvernent dans les Länder. Les Verts français, on saura demain s'ils aspirent à être un simili-parti de gouvernement ou un parti devenu une espèce d'ovni politique. Hélène Miart-Delacroix, est la distinction justement entre les sociaux-démocrates et les conservateurs, elle s'est faite, alors bien sûr sur une question de personnes, mais en dehors de ça, est-ce que leur programme était très différent? Quelle était l'alternative proposée aux Allemands? Alors l'alternative était quand même assez claire sur les questions fiscales et sur les questions sociales. Et c'est de ce point de vue que d'aucuns estiment que la demande de changement allait touche ces domaines, puisque il y a vraiment deux modèles différents. La CDU et le FDP défendaient une politique fiscale d'allègement des impôts pour les plus riches dans l'espoir de relancer l'économie et de compenser les pertes de revenus pour le budget par donc un gain de l'activité. En revanche, le projet SPD auquel adhèrent assez facilement les Verts, et donc, le projet social-démocrate, une redistribution. Le projet social-démocrate est beaucoup plus donc de réintroduire un impôt sur les plus riches, un impôt sur la fortune, et de taxer beaucoup plus fortement les successions qui en Allemagne sont extrêmement peu taxées en comparaison franco-allemande. Le SPD a promis une hausse de salaire minimum à 12 € brut, alors qu'il est à 9 et quelques. Et donc, ça fait quand même des différences parce que si c'était les chrétiens démocrates, donc la CDU de Madame Merkel, la seule façon de compenser ces pertes d'impôts sur les plus riches, entre guillemets, serait éventuellement une hausse de la TVA, qui, comme on le sait, est un impôt injuste parce qu'il touche aussi plutôt les classes moyennes et moins argentées. Donc, et les libéraux dans tout cela, justement, qu'est-ce qu'ils proposaient? Alors, les libéraux, j'allais dire, leur ADN est le moins d'impôts possible et le plus d'incitation par le marché. Donc, ils étaient, de ce point de vue, plus compatibles avec les chrétiens démocrates de la CDU-CSU. Et c'est pour cela que les négociations vont être longues. Et puis qu'il va falloir faire des compromis, comme on le fait toujours en Allemagne. Et alors, ce qu'il va falloir savoir, c'est si les compromis se font entre tel secteur, disons le social, contre tel secteur qui serait le respect de la dette, de ce qu'on appelle le frein à la dette, qui a été inscrit dans la Constitution allemande et qui interdit de faire des dettes supérieures à 0,35% du PIB. Vous voyez, donc tout cela est quand même très enfermé dans un carcan qui est à la fois structurel par le fait de négocier à trois et puis institutionnel, en plus de la culture politique. Alain Minc, vous auriez voté pour quel parti? J'aurais voté SPD au nom d'une règle simple. Social-démocrate? Non, l'alternance est la respiration de la démocratie. Et après 16 ans de chancelier CDU, je pense qu'il serait bon, en dehors de toute la dynamique programmatique, qui est une forme d'alternance en Allemagne. Mais alors, quand même, justement, dans cette dynamique programmatique, quelles sont les mesures qui vous paraîtraient aujourd'hui judicieuses pour l'Allemagne? Non, mais je crois que la coalition SPD Verts, en particulier en mettant l'accent sur le problème des investissements publics, est plus dans le juste. L'Allemagne va à la fois très bien
et pas si bien. Ce que nous oublions souvent de dire ici, et donc je pense que l'Allemagne aurait intérêt à un deuxième plan de relance européen dont elle bénéficierait plus que du premier où elle a été une contributrice assez généreuse. Effectivement, on a beaucoup insisté durant cette campagne, Hélène Miard-Delacroix, sur le fait que les infrastructures allemandes étaient sous-financées et qu'il y avait un plan de redéploiement à effectuer dans ce domaine. Ah, c'est tout à fait vrai. Alors, les Allemands, qui ont finalement beaucoup d'humour, vous disent qu'ils se sont habitués au fait qu'il y ait des routes en mauvais état dans certaines régions, surtout de l'Ouest, et que le train ne fonctionne pas bien, qu'il faille quelquefois envoyer un fax plutôt qu'un mail parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais bon, après, à côté de cet humour, il est vrai qu'on a reconnu en Allemagne que tant pour ce qui concerne le numérique que pour aussi la modernisation des systèmes de transport conformes au virage énergétique que l'on souhaite prendre, c'est-à-dire de détourner les gens et de l'avion et de la voiture, si elle n'est pas électrique, ça demande vraiment des investissements collectifs importants. Et c'est un point sur lequel se retrouvent les sociodémocrates du SPD et les écologistes des Verts, sur lesquels, en revanche, les chrétiens démocrates et les libéraux étaient plus réticents. C'est la combinaison investissement public et climat, c'est ce qui fait cette, je pense, force d'une alliance entre SPD et Verts. Et puis, il y a, Alain Minc, aussi des choix énergétiques qui ont été faits par l'Allemagne, qui semblent aujourd'hui pouvoir être remis en question. Non, le vrai choix énergétique, il a été fait quand Mme Merkel a jeté aux orties le nucléaire après l'affaire Tsukuba. Oui, c'est à ça que je faisais référence. Et ceci ne sera pas remis en question. C'est d'ailleurs probablement, objectivement, la décision la plus contestable du gouvernement Merkel, parce qu'il ne faut jamais oublier que la renonciation au nucléaire a été un formidable encouragement au charbon, qui est quand même la pire des énergies. Mais alors pourquoi, dans ce cas-là, ne pas la remettre en question aujourd'hui ? Parce que c'est à milieu de l'état d'esprit allemand actuel. On va continuer d'évoquer vos espoirs en matière de social-démocratie. Alain Minc, je rappelle que vous avez publié « Vive l'Allemagne » aux éditions Grasset. Vous publiez aujourd'hui « Ma vie avec Marx » aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Hélène Miard-Delacroix, de nous avoir éclairé sur ces résultats des législatives allemandes que l'on va continuer à évoquer dans les journaux. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire et civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Alain Minc. Vous publiez « Ma vie avec Marx » aux éditions Gallimard, un plaidoyer en faveur de la social-démocratie par rapport à ce que vient de dire Frédéric Seyss sur la vie des partis politiques en opposition à leur mort, supposée ou promise. Votre réaction, Alain Minc ? Je ne comprends pas l'hostilité qui a été celle des Républicains ou du président des Républicains aux primaires ouvertes. En réalité, François Fillon était élu après la primaire de 2016. Élu, je veux dire, presque président de la République. Je le dis d'autant plus que j'étais un ardent supporter d'Alain Juppé et donc très déçu par le résultat. C'est la suite du processus et ce sont ses propres problèmes qui l'ont fait tomber de son piédestal. L'élan que donnait à ce moment-là une primaire était extrêmement considérable. Et deuxièmement, je trouve extrêmement difficile d'accepter l'idée que les Républicains ne veulent même pas partager le droit de désignation avec les centristes avec lesquels ils sont alliés dans toutes les villes et toutes les municipalités qu'ils dirigent ensemble. Donc il y a derrière cela un côté rétraction qui est extrêmement, je trouve, malsain relativement. Après, on va voir ce qui va se passer d'ici le vote, car est-ce qu'il y aura des afflux d'adhérents pour peser sur le vote ou non? Je ne sais pas. Et enfin, je pense qu'on est face à une boîte noire, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'à l'échelle d'un micro-électorat de ce type, il n'y a pas de vrai sondage possible. Donc, tout peut sortir. D'une certaine façon, le fait que dans les 2 mois qui viennent, les leaders des Républicains ou les candidats
au vote des républicains, puisqu'ils ne sont pas républicains pour les deux principaux, en réalité va pousser à une espèce de vision endogame de la politique, et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur soutien dans un débat public face au président de la République. Vous comptez voter pour cette primaire, Alain Minc? Je ne suis pas adhérent des Républicains, Vous pourriez le dire. Alors que j'avais voté évidemment à la primaire ouverte de 2016. Et pour le reste, ce tableau politique de la France qui se dessine avec une probable candidature d'Emmanuel Macron, même si elle n'est pas aujourd'hui officielle, une incertitude sur la primaire écologiste, peut-être une candidature d'Éric Zemmour? Sans doute. Sans doute. Votre point de vue sur ce tableau politique? Écoutez, pour moi, il y a une seule question en réalité, c'est un mystère. C'est l'écart entre la popularité d'Emmanuel Macron, qui est élevée, et les intentions de vote en sa faveur, qui ne le sont pas énormément. C'est-à-dire quand on est à plus de 40% de popularité, on doit être à 32, 33 d'intentions de vote, et il est autour de 25 d'intentions de vote. Et c'est au fond le fond du débat. S'il était à 32, 33% d'intention de vote, le match était plié. Donc, d'où vient cet écart, selon vous? De la complexité de sa relation à certains égards à l'opinion. C'est-à-dire que je pense que les Français reconnaissent qu'il a bien géré la crise, ce qui me paraît évident. Et simultanément, il y a une partie d'entre eux qui ont du mal encore à se reconnaître dans l'ovni politique qu'il a été et qu'il demeure encore un peu. Pour quelles raisons? En quoi est-il un ovni politique par rapport à d'autres candidats possibles? Alors, il y a bien entendu des questions de personnes, mais vous avez évoqué tout à l'heure votre soutien à Alain Juppé. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron est très différente de celle qu'aurait suivi Alain Juppé, selon vous? Non. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'à l'époque, je souhaitais Juppé en 2017 et Macron en 2022. Bien sûr que non. Mais une opinion, ça n'est pas simplement un examen rationnel de mesures techniques. C'est un sentiment, un air du temps, une manière d'être. Et de ce point de vue, l'irruption incroyable dans le paysage politique d'Emmanuel Macron était un élément très nouveau dont il demeure, à mon sens, encore chez certains électeurs, une légère part de déstabilisation. L'ambiance est très anti-élitiste. La classe à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens aussi également. N'ayez pas honte, vous y appartenez aussi. Je vous remercie, mais aujourd'hui, justement, on est un peu passé de mode et on a l'impression qu'Emmanuel Macron, justement, fait les frais de ce climat-là en France. Écoutez, moi, sur l'anti-élitisme, j'ai un regard un tout petit peu différent. Je me souviens de ce titre, ou de ces titres après le référendum de 2005, disant « Le peuple a gagné contre les élites », à 55% contre 45%. Si les élites représentent 45% du pays, on ne peut pas dire que ce soit une appropriation du pouvoir. Quant au débat politique actuel, il n'y a pas plus partie prenante aux élites qu'Éric Zemmour. À tous égards. Donc, je crois que c'est pas... Bien sûr qu'Emmanuel Macron incarne, comme vous, comme moi, comme d'autres, et avec la symbolique de sa fonction, les élites. Mais ça ne suffit pas à expliquer les choses. Est-ce que vous croyez que Xavier Bertrand n'appartient pas aux élites? Est-ce que vous croyez que Valérie Pécresse n'a pas le même cursus? Oui, il n'a pas le même cursus. C'est peut-être le problème, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des gens qui le regardent comme n'ayant pas eu le cursus formateur. Moi, de toute façon... Il n'a pas fait l'ENA, juste. Moi, de toute façon, je pense que la meilleure candidate des Républicains est Valérie Pécresse. Pourquoi? Parce que je pense que la France est prête pour une présidence féminine et que d'une certaine façon, il y a un air du temps. Est-ce que 80 000 personnes pour une part homme, j'aimerais bien savoir quelle est la part des femmes dans les militants républicains est capable de sentir cela, je n'en sais rien, on le verra je ne sais plus combien décembre. Mais le fait quand même qu'il y ait eu, durant cette crise sanitaire, aussi un certain nombre de manifestations, donc là en l'occurrence contre le vaccin, auparavant il y avait les gilets jaunes, bref, c'est quand même un climat très particulier qu'on ne connaissait pas auparavant, on ne le connaissait pas en 2005, Alain Minc. On ne peut pas faire la comparaison entre les gilets jaunes et les anti-vax. Les gilets jaunes étaient soutenus par l'opinion.
très largement. C'était une protestation par procuration. C'était une protestation dont on pouvait, si on désapprouvait les modalités, comprendre certaines revendications. Les femmes seules sur les ronds-points correspondaient à un vrai problème. La pression sur le pouvoir d'achat était réelle. On ne peut pas mettre sur le même plan un mouvement qui, à certains égards, est moralement indécent. Et donc, je pense que le simple fait de prendre cette comparaison est un encouragement que les antivax ne méritent en aucun cas. En tant que marxiste, est-ce que vous soutenez les Gilets jaunes? Je dis que c'est une autodésignation. C'est vous qui dites je dis, je suis le dernier vous-même. marxiste français. Non, mais je ne soutenais en rien les Gilets jaunes dans cette espèce de mouvement anomique et violent. Mais je pense qu'ils envoyaient un signal sur quelque chose de très profond qui est la perception des inégalités dans la société. Mais alors, si on supprime la forme de la protestation, sur le fond, vous étiez d'accord avec eux? Mais ils n'existaient pas, vous dites « ils », on ne savait pas, c'était ça le paradoxe. Ça n'était pas une force sociale, c'était une protestation qui venait du fond du pays, mais qui n'était cadrée ni par une idéologie, ni par un parti, ni par un mouvement. Donc évidemment que le problème pouvoir d'achat qu'il soit posé, c'était tout à fait légitime. Et il l'est aujourd'hui plus que jamais pour une raison tout à fait différente. Qu'est-ce qui creuse les inégalités? Ce sont les taux zéro. Les taux zéro, Dieu merci, ont sauvé l'économie mondiale. Et ce qui a été fait, je pense qu'il faut l'avoir en tête, par les gouvernements et les banques centrales de tous les pays est extraordinaire. Si ça avait été fait en 1930, on n'aurait pas eu Hitler, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que par rapport à cette atmosphère anti-élitiste, rendre hommage à ce que les dirigeants de tous les pays ont fait me paraît extraordinairement salutaire. Reste que, d'une certaine manière, on a réglé la question économique pour l'instant, et la preuve en est, c'est qu'on est entré, nous, Français, à 8% de chômage dans la crise, et on ressort à 8% de chômage. On y est entré obsédé par le chômage, et on ressort obsédé par les pénuries de main-d'œuvre. Ce qui veut dire que le marché du travail s'est profondément modifié pendant l'année et demie que nous avons vécue. Mais la question désormais me paraît plus une question entre guillemets sociale qu'une question économique. Sur la question des inégalités, Alain Minc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement parvenir à une société plus égalité? Il n'y a pas une seule mesure, mais il y en a une dont je suis un ardent militant depuis des années. La part des revenus du capital s'est accrue de façon excessive par rapport aux revenus du travail. Une fois qu'on a dit ça, comment on rééquilibre ? En augmentant les revenus du travail, c'est-à-dire massivement les salaires, le jeu international de la concurrence l'interdit. Donc la seule façon de faire, c'est de faire les salariés des capitalistes, c'est-à-dire de faire que les salariés deviennent actionnaires de leurs entreprises. Et je pense que pour les sociétés cotées en bourse, il serait très facile de dire qu'on exige que dans les 3 ans, les salariés aient au moins 10% du capital. C'est d'ailleurs pas une révolution. Il y a déjà nombre de groupes français, parmi les plus grands, qui sont dans cette situation. Est-ce que vous savez que les salariés sont le premier actionnaire du groupe Bouygues avant même la famille éponyme? Est-ce que vous savez que le premier actionnaire de Vinci, ce sont les salariés? Ça, c'est très bien pour les salariés des grandes entreprises, mais pour le nouveau prolétariat, celui qui, par exemple, travaille pour les plateformes, dans des petites entreprises, que faire, Alain Minc ? Alors là, on est sur un tout autre sujet. C'est que, en effet, le lumpenprolétariat des plateformes n'a pas de représentation syndicale. Donc on revient paradoxalement au XIXe siècle, où il faut que l'État leur donne des droits sociaux minimums, de la même manière que Bismarck avait donné des droits sociaux à l'époque à la classe ouvrière. Alain Minc, vous dites que vous êtes le dernier marxiste français. J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Vous avez apprécié le clin d'œil quand même. Bien sûr, j'ai entendu l'ironie et je pense que tout le monde l'entendra aussi, mais malgré tout, dernier, c'est pas très gentil. Il y a beaucoup de gens qui sont marxistes aujourd'hui. Non, pas au sens où il faut l'être. C'est-à-dire les gens qui se prétendent marxistes n'ont pas compris que Marx est le premier défenseur de l'économie de marché. Donc, en effet, des gens qui se présentent marxistes au lieu de la trace de la comète disparue aujourd'hui que fut le communisme, ça n'a pas de sens. En revanche, ce que j'essaye dans ce petit bouquin de rappeler, c'est que le meilleur exégète de l'économie dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire l'économie de marché, s'appelle Marx.
Alors, vous rappelez notamment les passages que Marx et Engels consacrent à la bourgeoisie dans le manifeste du Parti communiste. Il y a effectivement un éloge de la bourgeoisie dans ces passages-là, mais il y a aussi la certitude que cet âge doit être dépassé et ça signifierait que votre classe, Alain Minc, s'efface. Oh, écoutez, notre classe, ma classe, notre classe, si vous permettez. J'accepte d'être effacé avec vous, mais... Je pense que l'expérience communiste a montré qu'elle n'est pas prête de s'effacer, puisque d'une certaine façon, il n'y a pas eu plus inégalitaire, plus élitiste, plus injuste sur le plan de la ségrégation sociale que le monde communiste. Bon, bah alors vous voilà anticommuniste. Non, mais c'est pas anti-marxiste, c'est anti-communiste. Donc, de ce point de vue, je pense que l'économie de marché a encore de beaux jours devant elle et elle nous enterrera l'un et l'autre. Bon, mais alors, ce n'est pas du tout, là, pour le coup, ce que voulait Marx. Vous le savez pertinemment, d'où votre sourire lorsque vous dites que vous êtes le dernier marxiste. En fait, vous faites de Marx un décalque social-démocrate. C'est votre droit, mais beaucoup d'exégètes vont être en désaccord avec vous. Pardon ? N'oubliez pas qu'il y a une captation d'héritage en réalité par la filiation léniniste communiste de Marx et qu'il y a une deuxième filiation qui a donné lieu à des débats entre ces héritiers extraordinairement forts dont l'héritier ultime s'appelle M. Stolz, c'est-à-dire le possible candidat à la chancellerie allemande. Le social-démocrate. Évidemment. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que le Parti social-démocrate allemand, d'une certaine façon, s'est éloigné du marxisme au congrès de Bad Godesberg en 1959 et par une habileté politique extraordinairement forte. Donc, d'une certaine manière, dans la mesure où nous vivons dans des sociétés social-démocrates, il n'y a pas plus social-démocrate que la France, quelle que soit l'étiquette que l'on emploie, avec plus de 50% du PIB qui fait l'objet d'une redistribution. Madame Merkel était une social-démocrate. Donc le triomphe et à cet égard, la crise du Covid a abouti à une social-démocratisation accentuée par l'endettement public tel qu'il a été pratiqué. Donc nous baignons dans l'économie sociale de marché. On peut dire social-démocrate, sociale de marché. Donc nous baignons d'une certaine manière dans un des deux héritages de Marx. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui... C'est M. Badiou qui ignore ça. Alors, justement, si on ne va pas jusqu'à Badiou, on en reste par exemple à Piketty. Est-ce que Piketty ne serait pas aujourd'hui, donc un économiste qui propose une augmentation sensible de la fiscalité, n'est-il pas finalement, je suis désolé de vous disputer ce titre, mais est-ce que ce n'est pas lui le dernier marxiste ou... Je sais pas, on peut faire une course à l'échalote, c'est pas le sujet. Mais mon désaccord avec Piketty, il n'est pas sur le diagnostic sur les inégalités. Il est que quand il dit qu'on peut imposer un impôt sur le revenu qui atteint 80-90%, parce que ça a été le cas en 1945, c'est faire une impasse sur ce que les sociétés sont ou étaient. La société de 1945, maltraitée, abattue par la guerre, pouvait accepter ça. La société d'aujourd'hui, dont il n'y a rien de plus emblématique que l'individualisme, l'égoïsme individuel, une certaine manière de consommer, vous croyez qu'elle accepterait 85% d'impôt sur le revenu? Vous croyez que les soi-disant marxistes... Pardon ? Pas pour tous. Mais même pas pour tous, mais à certains moments, si ça touche une fine lamelle de la population, ça n'est pas redistributif et ça fait partir le capital. Donc je pense que... Faire partir le capital, s'il y a une entente des pays, car il y en a déjà l'amorce, Alain Minc. Non mais attendez, si vous voulez rêver d'un monde où l'ensemble des pays va imposer une fiscalité sur le capital à 85%, alors qu'on a eu du mal à commencer à imposer, grâce à l'administration Biden, une fiscalité minimum sur les bénéfices des entreprises avec un impôt de 15%, alors là, bonjour le long cheminement. Donc je pense que Piketty est irréaliste dans ses propositions, alors qu'il est
extrêmement judicieux dans son diagnostic. Vous avez dit vous-même qu'avec une époque de taux zéro, il était donc extrêmement bon marché d'emprunter de l'argent, c'était les riches qui avaient l'avantage, c'était le capital qui avait l'avantage, et donc les inégalités aujourd'hui, Alain Minc, ce sont des inégalités d'abord de patrimoine. Mais bien sûr, il y a deux inégalités dominantes en réalité. Ce n'est pas l'inégalité de revenus, parce que le système fiscal quand même les écrase relativement. Il y a l'inégalité des patrimoines en termes purement économiques et il y a une autre inégalité qui est l'inégalité en termes de capital culturel et qui est au moins aussi importante. Alors justement, vous rendez hommage à Bourdieu dans ce livre « Ma vie avec Marx » chez Gallimard. Vous êtes vraiment très maso, Alain Minc. Non, je rends hommage au legs intellectuel de Bourdieu, et je dis à quel point l'homme Bourdieu m'était insupportable. Non, mais c'est toujours important, parce qu'un homme est une cohésion, parce qu'il n'y avait pas de personnage plus manipulateur des systèmes de pouvoir, plus totalitaire dans l'exercice de son leadership intellectuel, plus injuste. On vous accuse de beaucoup de choses dans ce domaine-là, Alain Minc, d'avoir manipulé beaucoup de monde. J'aurais aimé manipuler comme Bourdieu si c'était mon objectif. Je veux dire, c'était un roi. Non, mais c'était un sale type. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'était un intellectuel qui a apporté un concept qui n'existait pas et qui complète fortement le concept marxiste d'accumulation primitive du capital, qui est l'accumulation primitive du capital culturel. Mais là aussi, la société que Pierre Bourdieu voulait voir advenir est une société qui est aux antipodes du système ou des choses que vous avez promues. Mais attendez, vous considérez qu'on ne peut pas être en désaccord avec quelqu'un et trouver qu'il a eu un grand apport intellectuel, mais vous êtes encore un peu stalinien dans votre démarche intellectuelle. Je n'ai jamais été stalinien, mais par contre, quelqu'un comme Raymond Boudon, qui est l'autre sociologue qui a beaucoup travaillé sur les inégalités sociales et les inégalités scolaires, puisque la question posait... Mais il n'a pas bâti un concept Bourdieu explicatif de la même manière. Boudon, c'est très intéressant, il a été très empirique, mais je rends à César Bourdieu ce qui est à César Bourdieu, c'est-à-dire le concept élaboré de capital culturel. Je vais te dire dans ce cas-là autrement. Est-ce que aujourd'hui, le constat que le système scolaire français est l'un des plus inégalitaires qui soit, dans la mesure où on ne parvient pas à se débarrasser de la reproduction des inégalités scolaires, est-ce que justement ça ne peut pas provenir de ce constat que faisait Pierre Bourdieu avec des réformes qui n'ont jamais réussi à en finir avec cette reproduction ? Oui, on peut à l'inverse penser, moi, quand j'étais en classe de préparation aux grandes écoles, c'est-à-dire il y a malheureusement 50 ans, le nombre d'enfants de classes modestes qui entraient à l'X est 3 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc on peut d'une certaine façon penser au contraire, que la disparition de l'élitisme républicain dans nos écoles, le nivellement par les programmes, le refus à certains égards des notes, a été quelque chose qui a nui essentiellement aux gosses les plus doués issus des milieux les plus modestes. Et de ce point de vue, l'espèce d'ambiance gauchisante... est-ce qu'elle n'est pas liée à Bourdieu, cette ambiance-là, Alain Minc ? C'est ce que disent certains, en tout cas. Non, elle est due à 68, et Bourdieu n'est pas une Vestale de 68. Et de ce point de vue, je pense que l'amollissement des critères, des jeux de sélection, a été quelque chose dont ce ne sont pas les classes aisées qui ont pâti, mais bien au contraire les classes populaires. Aujourd'hui, il y a en France d'autres débats, indépendamment donc des questions sociales. Il y a une question, comment l'appeler ? Certains diraient qu'elle est identitaire. Il y a un possible candidat qui s'appelle Éric Zemmour, avec lequel vous allez débattre aujourd'hui. De quoi est-il le symptôme, selon vous ? Il hystérise par des débordements insupportables des questions. Si vous voulez,
son grand remplacement est aberrant, son concept de grand remplacement, et je le lui dirai ce soir puisque nous débattons sur LCI. Mais il ne faut pas non plus se voiler les yeux sur le problème de la sécurité. Et puis, il ne faut surtout pas se voiler les yeux sur un problème qui n'est pas l'immigration en tant que telle, mais c'est notre incapacité à intégrer. Et de ce point de vue, ça peut nous ramener au début de l'émission sur un sujet dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire l'incroyable réussite des Allemands pour intégrer très rapidement, en 5 ans, le million d'immigrés syriens qu'avait accepté à rebours de ses propres supporters Madame Merkel. Alors pourquoi ? Donc nous avons un déficit, alors je pense que c'est un déficit de moyens, c'est un déficit d'organisation, c'est un déficit de concentration en termes de volonté politique, mais notre problème, c'est évidemment l'intégration. Alors l'intégration, c'est pas simple, ça se règle pas sur un bout de table, mais ça passe par la disparition des quartiers et des bars. Il y a des endroits où les grands bars ont été remplacés, en effet, par des habitats beaucoup plus petits, beaucoup plus conviviaux. Bon, le niveau de sécurité s'est amélioré. Donc, qu'il y ait un problème en termes d'intégration, c'est une évidence. Mais de là à entrer dans la folie qui est de penser qu'aujourd'hui, un nouveau Charles Martel peut être candidat à la présidence de la République, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Mais même Emmanuel Macron s'est ému de ce qui pouvait advenir des réfugiés afghans, alors que quelques milliers pourraient peut-être, je mets ça au conditionnel, venir en France, et ce chiffre paraissait... Ne soyez pas de mauvaise foi par principe à l'égard du président de la République. La phrase qu'il a dite n'était pas celle-là. Et en matière d'accueil des réfugiés afghans... En tout cas, il n'a pas proposé d'ouvrir les portes aux réfugiés afghans. Jusqu'à présent, c'est un des pays où les réfugiés afghans ont été le mieux accueillis et, d'une certaine façon, le mieux traités. Donc, la France... Ne soyez pas vous non plus de mauvaise foi. Non, vous voyez bien qu'on n'a pas proposé d'en accueillir des dizaines de milliers. Combien on en a refusé ? Combien on en a refusé? Aujourd'hui, il y en a peu qui arrivent. On en a reçu 2500. Et comment vous les auriez acheminés, les autres, alors qu'il restait 4 jours? Aujourd'hui, c'est le problème. Mais déjà... Demain, est-ce que vous pouvez me dire que si demain, des Afghans courageux arrivent à sortir de ce pays d'enfer, traverser l'Iran, qui est à peine moins infernal, traverser un Proche-Orient qui est en désarroi, pour nous rejoindre, vous me dites qu'ils seront repoussés, qu'ils seront rejetés? Vous n'en savez rien. Je ne dis rien de tel. En termes d'asile, nous avons accepté des taux de réfugiés afghans ces dernières années tout à fait élevés. Donc dire que la France n'accueille pas des centaines de milliers d'Afghans alors qu'on a dû partir sur décision américaine en catimini, je trouve que c'est démagogique. Pardon. Alain Minc, une question personnelle. Vous évoquez Marx et le judaïsme de Marx dans Ma vie avec Marx. Éric Zemmour est également juif. Vous l'êtes également. Comment voir l'évolution de l'identité juive par rapport à Marx qui a eu des phrases et même un livre sur la question juive qu'on pourrait qualifier d'anti-juif ou faisant preuve de haine de soi. Éric Zemmour qui, lui, a une relecture toute personnelle de la Seconde Guerre mondiale. Et vous ? Moi, je vais décaler différemment la question. J'aborde dans le petit bouquin un thème, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi les plus grands juifs de l'histoire ont dû se construire en refusant le judaïsme. Au fond, comme ça commence par Jésus, mais c'est un cas un peu particulier. On passe à Spinoza, on passe à Marx, on passe à Freud, on passe à Trotsky, moins important, disons. Et ça, c'est très intéressant par rapport au fait que ce qui fait la survie du judaïsme, c'est son côté fermé sur lui-même. Et que d'une certaine manière, tout côté fermé sur lui-même rend difficile de penser le monde globalement. Et donc il y a là une espèce d'ambiguïté qui est à la fois la force du judaïsme et son incroyable faiblesse. Je veux dire, on peut respecter beaucoup Lévinas, mais Lévinas, ça n'est pas Spinoza. Je veux dire, les plus grands penseurs d'origine juive ont quitté le judaïsme, tout en restant juifs, parce que pour un antisémite, on reste toujours juif. Bon, peut-être qu'on pourrait mégoter sur Freud, mais sur Marx, entre le fait de sortir du judaïsme, comme l'a fait Spinoza, et le fait d'avoir des pages qu'on peut qualifier, on va faire court, d'antisémites, comme chez Marx, est-ce que ça ne pose pas problème, justement,
sur la vision du monde aussi qui était la sienne, sur sa manière, on dirait, holiste, c'est-à-dire de conférer une essence au judaïsme. Oui, mais vous avez la réponse sur ce qu'est le judaïsme. Chacun a sa réponse. Moi, ma réponse, c'est la réponse de Sartre, mais elle ne me concerne que moi. C'est-à-dire, on est juif par le regard des autres. En effet, quand on n'est pas éduqué de manière juive, qu'on est athée, qu'on n'a aucun lien avec les pratiques, ce qui est par exemple mon cas, au fond, je ne suis juif que par mon nom. Vous nous avez dit tout à l'heure que les taux zéro et la politique économique menée aujourd'hui par les gouvernements du monde rendaient moins probable le retour du fascisme et cependant le risque populiste, même s'il est autre. On l'a vu avec Donald Trump. Donald Trump n'est évidemment pas nazi au sens où on peut l'entendre. En revanche, il y a d'autres menaces. Est-ce que ces menaces-là, elles vous paraissent écartées, probables ? Je pense que la pression populiste va et vient. Elle monte, vous l'avez cité, mais elle décroît aussi, et je vais vous en donner un exemple. Qui aurait pensé que les deux partis populistes seraient membres de la coalition hyper rationaliste de Mario Draghi en Italie et seraient, pour exécuter ses choix politiques, le doigt sur la couture du pantalon. Donc le populisme n'est pas un mouvement de conquête du monde comme pouvait l'être le fascisme et a fortiori le nazisme. Donc il exprime en effet un état de la société, mais de ce simple fait-là, c'est une mer qui a des flux et des reflux. Et de ce point de vue, les élections allemandes d'hier sont merveilleusement illustratrices. Quand l'AfD a fait 13%, tout le monde a dit l'AfD va monter 20-25%, l'Allemagne redevient l'Allemagne. L'AfD tombe à 10% et d'une certaine manière, ça n'est même plus un sujet. Donc de ce point de vue... C'est un sujet pour nous, Français, en revanche, où beaucoup de partis pourraient être... Alors, on ne va pas se battre sur le classement. C'est un sujet pour nous. En effet, si on additionne le populisme d'extrême gauche et le populisme d'extrême droite, nous avons probablement, pour l'instant, en Europe occidentale, le record en termes de thermomètre populiste. Ce n'est pas ce dont, à mon avis, nous devons nous glorifier. Pourquoi, selon vous, Alain Minc ? Parce que nous sommes une société où les corps sociaux sont déstructurés plus que d'autres. Nous avons des partis politiques qui sont... éthique au sens très si léger du terme, des syndicats extrêmement faibles, des fondations moins puissantes qu'à l'extérieur, des associations qui n'ont pas le poids qu'ils ont dans d'autres pays. C'est-à-dire nous sommes un pays où il y a le roi et le peuple souverain, et que tous les intercesseurs de la société sont beaucoup plus faibles. Or, il n'y a rien de plus essentiel pour résister à la pression populiste qu'avoir une société civile membrée d'institutions. Merci beaucoup, Alain Minc, de nous avoir rendu visite. Ma vie avec Marx, c'est le livre que vous publiez aux éditions Gallimard.